C'est un endroit où le pâturage se met à pencher dangereusement vers la gorge, et dans le bas, une barrière, faite de pieux entrecroisés, a été mise là pour empêcher les bêtes d'aller plus loin. Tous les soirs, vers 6 heures, après que la chaudière à fromage a été tirée de côté et suspendue à un bras de bois horizontal, on n'a qu'à la faire tourner autour de son axe, il s'échappait sans rien dire à personne et venait, s'installant à cet endroit de domination où on n'a plus rien devant soi qui vous gêne. On voit jusqu'à ce fond plat de la vallée où coule le Rhône, 2000 mètres plus bas. Il se tenait debout ou il se couchait à plat ventre, n'ayant rien devant lui que l'épaisseur de l'air couleur d'eau de savon, n'ayant plus au-dessous de lui qu'un vide plein d'obscurité, d'où montait seulement, avec quelquefois un nuage, une grande rumeur comme quand beaucoup de monde discute sur une place de village le jour des élections. Là, sur cette croupe de gazon poussant court et frisée avec une mince couche de terre végétale jetée comme un tapis sur l'avancement du rocher, tous les soirs à la même heure, et ou bien se tenant debout ou bien se couchant à plat ventre, il mettait ses mains autour de sa bouche, faisant sortir le son de sa poitrine et le dirigeant vers en bas. « Oh hé !» C'est sur 2 notes, dont la seconde qui est plus haute se prolonge. « Oh hé !» Et c'est pour toi. Viens-tu ? Obligeant le son à descendre, parce qu'il faut que le son aille la chercher. Il faut qu'il franchisse la gorge, il faut ensuite qu'il s'incline jusque sur cet autre avancement peint en vert, comme les prés en carton-pâte des bergeries, où elle va apparaître, parce qu'elle m'entendra. C'est pourquoi il replie soigneusement les mains et en fait soigneusement un avancement à sa bouche. Alors elle vient, alors elle est là. Elle n'est pas beaucoup plus grande que le petit doigt, ni beaucoup plus large dans la distance, vue ainsi d'en haut. Cependant, elle a entendu. Il a forcé le son à aller jusqu'à elle. Et le son a été, faisant un trou dans l'air, poussé à plein poumon, docile. Et il ne met que 4 ou 5 secondes pour faire le chemin que l'homme, à la descente avec sa pesanteur, met plus d'1 heure à accomplir. Et avec son corps lourd, il lui en faut à la montée plus de 2. Une autre voix, légère, s'achemine alors vers vous dans les espaces de la montagne. Une voix fraîche et claire de fille. C'est la réponse. Oh hé ! Une fois, encore une fois, c'est la réponse par 2 fois, ce qui veut dire qu'elle l'attend. Il n'a que sa chemise aux manches retroussées, un pantalon de toile. Il est léger pour aller la revoir. Il se jette sur la pente. On le voyait, on ne le voit déjà plus. Dépassé l'épaulement, il n'a qu'à se laisser tomber. Il touche des 2 épaules la pente qui glisse sous lui avec rapidité. Un pan de rocher vient se mettre en travers de sa route. Il le franchit d'un bond. Il arrive ainsi au chemin par où monte le troupeau. Il le suit pendant un moment, puis, impatient du temps qu'il perd, il le quitte. Parce qu'il y a des raccourcis. Quand même, c'est précipitueux. Parce qu'on arrive à une paroi d'éboulis où elle descend en même temps que vous, mais on va vite. Il est sur un des côtés de la gorge, il s'enfonce dans sa profondeur, dans le bas de laquelle on voit par place, dans le noir, l'eau qui s'enfle, toute blanche, pareil à un cheval cabré avec sa crinière d'écume. Elle va vite, elle aussi, et ainsi vous provoque, et ainsi vous excite, tandis que, penché de côté, il s'assure de la main à la roche, car pour l'homme qui a un corps, le chemin est long, difficile et long. Cependant, il est arrivé à une espèce de vire, un étroit ressaut de la gorge, guère plus large que la semelle, qu'il faut qu'il longe d'un bout à l'autre. Puis, de nouveau, il dégringole dans la pierraille, qui dégringole en même temps que lui. Mais il est déjà dans l'humidité. Il est déjà dans la vapeur que l'eau fait incessamment monter de ses réduits et pousse devant elle. Érasme a les vêtements et la figure trempés. C'est bon signe, il n'a plus qu'à passer le torrent. Le pont par où montent les bêtes est en aval, il n'a pas besoin de pont. Tous les soirs, il s'en passe et il connaît l'endroit. L'endroit où le torrent, comme de l'eau gazeuse, s'engloutit tout à coup entre 2 gros quartiers de roc qu'elle a transportés elle-même, transportés tout exprès pour lui du haut de la montagne.
Il n'a qu'à grimper sur l'un d'eux, et, quand il est dessus, sauter sur l'autre, comme il le fait, allongeant la jambe droite, portant sur elle tout le poids de son corps, se laissant tomber en avant, juste le temps d'apercevoir l'eau qui bout au-dessous de lui en faisant des bulles. Ensuite, tout devient facile. Cet autre versant est moins escarpé. On est dans de la terre noire où poussent même quelques mélèzes. Et puis, elle est là, tout près. Chaque fois qu'elle peut, elle vient à sa rencontre, les jours où il n'y a pas d'ouvrage, ou si son père ne la rappelle pas. « Hé, Christine, et les cochons ?» Il entend son pas qui s'approche. Dans la paix d'un beau soir, quand les neiges sont toutes roses, il entend qu'elle vient. Il se dit « La voilà ». Elle apparaît à un tournant. Il lui dit « Bonsoir ». Elle lui dit « Bonsoir, comment ça va-t-il » Il dit « Ça va pas trop mal. Et toi ?» Ils rient un peu pendant qu'ils montent ensemble dans la direction de chez elle parce qu'ils ont obtenu, non sans peine, l'autorisation de se fréquenter. Ils se tiennent par la main. Ils montent ensemble, mais ne poussent pourtant pas jusqu'à la maison, mais gagnent sur la droite une place qui est à eux, celle où elle apparaît quand il pousse sa voix vers elle, d'où elle pousse sa voix vers lui, se trouvant ainsi déjà réunis, mais pas assez étroitement. Et à présent, c'est pour de bon. Maintenant, ils sont assis l'un à côté de l'autre, dans l'herbe fine qui sent le miel, cachés par des buissons, et rien devant eux que la gorge, et plus haut que la gorge, l'échafaudement des montagnes, le vert des pâturages, l'entassement des rochers qui portent sur leur dos une blancheur étincelante. Puis elle cesse d'être parce que l'ombre monte pendant que le soleil descend. Ils parlent peu, ils se disent des choses. Ils ne se disent presque rien, ils disent un mot de temps à autre, et parlent bas, laissant la nuit se faire et le jour s'en aller, qui se retire de nous et monte peu à peu, gagnant avec lenteur les hauts sommets où il scintille comme le coq sur son clocher. Le soleil s'est depuis longtemps enfoncé sous l'horizon que le jour vous domine encore de là-haut, tour à tour rose, rouge vif ou violet sombre comme la braise qui va s'éteindre. Mais il redescend quand même sur eux et va chercher les amoureux dans l'ombre, par un reflet, une coloration qui sont sur leurs cheveux, leur peau. « Hé !» disait Érasme. « Tu as les cheveux rouges. J'aime pas celles qui ont les cheveux rouges. » Ils sont redevenus noirs. « Tant mieux, » disait Érasme. Car subitement, comme si on soufflait une bougie, tout s'éteint. Le ciel est d'un bleu doux derrière les rochers pâles, d'où l'on voit lentement s'élever et éclore une première étoile qui hésite et tremblote avant de se fixer. Il y en a 2, puis 3, puis bientôt tellement qu'on ne pourrait plus les compter. Il se levait, il disait « Il faut que j'aille. »« Déjà ? Qu'est-ce que tu veux ?» Elle secouait tristement la tête. Il disait pour la consoler « Tu m'accompagnes un bout de chemin ?» Ils faisaient un bout de chemin ensemble. Il leur fallait quand même se quitter. Mais il était pourtant près d'elle, lui, comme elle rentrait seule. Il lui donnait de ses nouvelles. Il l'encourageait à monter en mettant ses mains autour de sa bouche, en poussant sa voix dans sa direction, tandis qu'elle répondait à ses huchés par des huchés. Le jeune se donna une claque sur la cuisse. « Ce qu'ils sont méchants ce matin !» Ils étaient les deux, un jeune et un vieux avec une barbe, en train de garder le troupeau dans le pâturage. « Oh, dit le vieux, c'est que ça ne va pas tarder. » Le vieux lève la tête vers le sommet des montagnes, on ne voit rien qu'un grand ciel bleu. Nulle part, aucun nuage, aucune trace d'aucun nuage, il fait seulement très chaud. Et puis, l'instant d'après, comme les deux en revenaient, il y a eu un gros coup de tonnerre, mais était-ce bien un coup de tonnerre? Pas une goutte de pluie depuis 2 mois. C'est le temps que les glaciers croulent, les séracs minés à leur base multiplient leurs éboulements,
Il y a des avalanches de pierres, ce qui fait ces bruits sourds qui, répercutés par l'écho, font que toute la montagne gronde. Peut-être que ce n'est pas l'orage. « Ça ne fait rien, » dit le vieux. « Il faudra rentrer les bêtes. » C'est à quoi ils se sont mis, bien qu'ayant levé la tête et même renversé la tête en arrière, nulle part aucun signe ne se fût encore montré. Mais le vieux étend le bras, le vieux montre quelque chose. À l'extrême bord de l'arête qui brillait comme de l'argent, une espèce de mur noir était en train de se construire, visible à certains endroits tout entier, et plus loin seulement à sa partie supérieure, à cause de 2 cornes qui se dressaient là. Un mur tout en longueur et qui s'allongeait toujours plus en même temps qu'il croissait en hauteur, édifié moellon après moellon. C'est ainsi à la montagne. Les orages sont sur vous avant qu'on les ait vus venir. Le jour change, on a des lunettes, on croit avoir mis des lunettes noires. L'air est comme de la suie, en même temps que de gros lourds nuages, couleur d'ardoise, sont répandus sur la totalité du ciel. Et déjà c'est juste au-dessus de vous que l'éclair donne son coup de fouet, tout en travers de l'étendue, faisant ses grands zigzags être roses comme la fleur. Les 2 hommes n'ont eu que le temps de se réfugier dans le chalet. Tout s'écroule, la terre bouge. Puis les grandes lances d'eau, avec une pointe brillante, sont abaissées toutes ensemble, fouillant le sol, perçant le toit. Toute la montagne descend. Toute la montagne est faite eau et se laisse aller à la pente. Ce qui était solide devient liquide. Ce qui était cimenté par le solide ne l'est plus. Là où le roc était enraciné, les racines cèdent en craquant. Les éléments sont transmutés et se déchaînent. Venez en bas, chose dont l'empilement est imprudemment suspendu sur nos têtes, chose qui paraissait éternelle et qui n'est que d'un instant. Venez en bas. Et, en effet, elles bondissent vers en bas, elles sont pêle-mêle, elles glissent les unes sur les autres. De temps en temps, une goutte tombait sur la tête des hommes qui étaient dans le chalet, ou une autre dans la chaudière, où elle faisait une cloque à la surface du laitage. Mais, écoute, l'orage passe. Le tonnerre n'est déjà plus qu'un lointain grondement. Ces colères sont sans durée. Cependant, il pleuvait toujours. Il a continué à pleuvoir jusqu'au soir. Erasme ne s'en est pas moins mis en route, comme d'ordinaire. La seule différence qu'il y eut, ce soir-là, c'est qu'il ne l'a pas appelé. Il n'a pas mis ses mains en cornet autour de sa bouche. Il n'y a pas eu de voix dans la montagne, ce soir-là. Christine n'aurait pas pu entendre à cause du torrent qui charriait d'énormes pierres qui s'entrechoquaient dans sa profondeur. Et il a, quand il veut, une voix plus forte que la nôtre. D'épaisses exhalaisons montaient continuellement de lui, qui masquaient tout. Erasme descend sous la pluie, dans la brume, sans avoir été précédé par l'annonce de sa venue. Il est dans un pays inconnu. Il descend dans un pays inconnu. Découvert par moments, dérobé à la vue, visible de nouveau, puis encore caché, avec des étendues où le revêtement de terre, emporté par les eaux, avait laissé le roc à nu. C'est ce qui avait obligé Erasme à modifier complètement son itinéraire, d'autant qu'il y avait le bruit, l'énorme vocifération du torrent qui allait s'accroissant à mesure qu'il en approchait, et vous troublait l'entendement. Les 2 quartiers de roc avaient été dissociés l'un de l'autre, sous la poussée des pierres descendues des hauteurs, des cailloux, du gravier. Et comment Erasme s'y est pris, ce soir-là, pour passer, c'est ce qu'on n'a jamais bien su, ni lui-même, à cause du tourbillonnement des eaux qui se soulevaient vers lui, ouvrant leur gueule et lui jetant, en même temps que leur clameur, leur écume à la figure. Le père de Christine, avec sa femme et ses enfants, était en train de souper quand on heurta à la porte de la cuisine. Elle est devenue toute blanche. « Entrez !» La porte s'entr'ouvre. C'est lui,
sa tête passe dans l'entrebâillement. « Excusez si je n'entre pas, je n'ose pas me montrer. » C'est Christine qui s'est levée, et Christine l'a rejoint. Ils ont été s'asseoir sous l'avant-toit. « Érasme, disait-elle, est-ce toi? Érasme, tu es venu quand même, par ce temps. »« Tu vois bien. »« Oh, dit-elle, tu es tout trempé. Ça séchera. »« Oh, comment as-tu fait? Parce que je ne comptais plus sur toi. »« Si tu veux que je m'en retourne. »« Oh, Érasme, disait-elle. Et, disait-elle, tu n'as pas eu trop de peine. »« La peine, ce n'est pas ça qui coûte. » Ils n'ont dit comme ça que peu de choses l'un et l'autre, assis serrés l'un contre l'autre, sur une poutre qui était là, poussée contre le bas du mur de la maison. Ils n'ont été dans la nuit qu'un peu plus de nuit encore. La pluie continuait à tomber. Ils n'ont eu que le temps d'échanger une ou deux phrases. Le voilà déjà qui se lève. « Oh, Érasme, tu veux remonter? Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Tu ne veux pas rester ici? Tu pourrais coucher dans le foin. »« Non, ils m'attendent, pas moyen. »« Oh, Érasme, ce n'est pas prudent, dans cette nuit, par ce temps-là. »« Il faut. Et même, a-t-il repris, il faudra que je me dépêche. On ne va pas trop vite avec ces mauvais chemins. »« Érasme !» Elle cherche à le retenir. Il lui a tendu la main. Elle ne veut plus la lâcher. Lui, il tire dessus. « Laisse-moi, ou bien je t'emmène. »« Oh, c'est ça, prends-moi avec toi. »« Voyons, qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive ?» Elle n'a même pas eu le temps de lui dire adieu, il s'est enfoncé dans la nuit. Cependant, le lendemain matin, le père de Christine, qui avait été aux nouvelles, revint au chalet en disant « Ils ont perdu 20 chèvres au poste. Le pont sur la Serigne a été emporté. » Christine lui a demandé « Qui t'a dit ça ?»« L'homme qui descend le fromage. »« Et, a dit encore le père, il va falloir que j'aille voir s'il n'y a pas aussi du malheur par chez nous. »« Du malheur ?» Christine n'y croit pas. Comment est-ce que ce serait possible quand il fait tellement beau? Le temps avait brusquement changé pendant la nuit. Les vents se combattent. La bise qui vient du nord chasse le vent du sud. Maintenant, regardez, il n'y a plus nulle part le plus petit nuage. À peine dans les fissures et les infractuosités du glacier, quelques légères plumes grises encore. On souffle, elles s'envolent par-dessus la crête. Et les neiges apparaissent, blanches, bleues ou dorées, selon qu'elles sont dans l'ombre ou s'arrondissent au soleil, mais parfaitement nettoyées, soigneusement fourbies à neuf, de sorte qu'elles éclatent de partout à la vue et se distinguent dans le plus grand détail grâce à la pureté de l'air. Elle le respire, cet air. Il est frais, il est bon, il lui gonfle la poitrine, lui fait venir du rose aux joues. Elle calcule le temps qu'il lui reste à attendre jusqu'à ce qu'Érasme arrive. Toute une après-midi encore, et c'est long. Heureusement qu'elle a de l'ouvrage. Et voilà, le temps coule bien régulièrement, comme la bise à son oreille. Elle pense à 7 heures, peut-être un peu avant. Elle n'attendra même pas 7 heures, ni qu'il l'appelle pour l'appeler. Je ferai parler ma voix avant que la sienne m'arrive. Pour une fois, je serai la première, attendant qu'il apparaisse. Elle se rend à leur place de toujours. Elle regarde, elle met la main à plat au-dessus de ses yeux. C'est le brillement de la neige et son éclat insoutenable. Mais plus bas, les rochers sont gris et plus bas encore, c'est vert, d'un vert doux. On ne voit rien, on n'entend rien. C'est là qu'il doit paraître, et il ne paraît pas. Alors, comme elle avait dit qu'elle ferait, elle appelle, elle renverse un peu la tête, elle met ses mains en porte-voix. « Ohé !» Le son monte, le son a passé par-dessus la gorge. Dans la paix d'un beau soir, la voix monte à nouveau. Christine appelle.
et à présent elle ne cesse plus d'appeler. On ne répond toujours pas. Sa poitrine vide d'air ne se remplit plus qu'avec peine, où elle va puiser encore quelque chose comme un son rauque, qu'elle pousse dehors avec effort, encore une fois. On ne répond toujours pas. On n'est toujours pas venu. Ce n'est pas lui qui est venu, un peu plus tard dans la soirée, mais 3 de ses camarades du chalet, dont le vieux avec une barbe. Ils s'arrêtent devant la maison où est le père de Christine, qui les regarde sans rien dire. Le vieux fait un pas en avant. « On est venu chercher Erasme. On pensait que vous l'auriez peut-être vu par ici. »« On l'a vu, » dit le père de Christine. « Quand ?»« Hier soir. C'est qu'à l'heure qu'il est, il n'est pas encore rentré. » Christine a tout entendu. Elle s'était cachée dans une remise à claire-voie où on logeait les fagots. « Et on s'est demandé, recommence le vieux, s'il n'était peut-être pas des fois resté chez vous. »« Non, dit le père, il est remonté. »« Quand ça ?»« Hier soir. Pas vrai, Christine ? Hier soir, comme d'ordinaire, vers les 8h, 8h30. » Il reprend. « Christine, hé, où es-tu » Elle ne s'est pas montrée. « Peut-être bien qu'il s'est déroché, dit le père. Ils ont perdu 20 chèvres au poste. »« Déroché, dit le vieux à barbe. Dieu sait, peut-être bien. On l'a déjà cherché partout. » Christine s'est enfoncée davantage dans l'ombre où elle s'était cachée. Elle s'est laissée aller en avant contre les fagots empilés, et, appuyant ses bras au mur, elle y a enfoui sa figure. Elle fait avec sa bouche un petit bruit intermittent, comme une fontaine bouchée. On ne peut pas la voir, on ne peut pas l'entendre. On entend seulement son père qui dit « Ça ne fait rien, puisque vous y êtes. Il vous faut continuer à le chercher. »« Bien sûr, dit le vieux. On va essayer encore. Mais c'est embêtant tout ça. » Et, soulevant l'aile de son chapeau, il s'est gratté derrière l'oreille.